Cette semaine, il fallait être attentif pour comprendre ce qui se passait dans le processus de paix Iran-États-Unis. Il y a la Suisse là-dedans, parce que c'est là-bas que les négociations se tenaient. Donald Trump a donné une entrevue à Fox, a fait en sorte que les Iraniens ont décidé de sortir du processus de négociation. Puis il y a J.D. Vance en même temps qui essaie d'imposer son style. On le voit, là, lui, il essaie de paraître pour l'héritier de Donald Trump, mais qui serait être capable d'être plus responsable. On en parle avec Guillaume Lavoie, expert en politique américaine et membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Merci Guillaume d'être là. Bonjour Rémi. C'est quoi les dernières nouvelles, là? Parce que, c'est comme je dis, c'était difficile à suivre un peu, là. Les négociations se poursuivent. Évidemment, là-dessus, J.D. Vance avait bien dit au départ, moi, je peux pas être là pendant 60 jours. J'ai quand même une job de jour. Alors, il a bien préparé son retour aux États-Unis en disant qu'il y avait des rumeurs que la délégation iranienne s'était retirée. Rien de ça n'est vrai. Il y a une volonté de travailler ensemble, mais les fondamentaux changent pas. Cet accord-là, ou le protocole d'entente pour discuter d'une entente, reste une maison construite sur du sable. C'est-à-dire que on met comme article 1 le règlement du conflit entre Israël et le Liban, et il n'y a rien dans les fondamentaux devant nous qui nous laisse croire que Israël ou son gouvernement aurait intérêt à s'assurer que tout rentre dans l'ordre, que les soldats rentrent dans les casernes. Juste pour vous donner une perspective, il y a 10 000 soldats israéliens sur le territoire du Liban au moment où on se parle. 1 million de déplacés. Alors, et la coalition de M. Netanyahou n'est pas basée sur une ligne dure, mais sur une ligne extra dure. Alors, l'idée que tout ça va rester figé et tranquille pendant 60 jours me semble un pari vastement sorti des probabilités, là. C'est comme si on négocie, on essaie de négocier, mais en même temps avec des acteurs qui sont pas forcément à la table des négociations aussi, puis qui ont leur propre agenda. Ça commence à être assez compliqué là-dessus, et on n'arrive pas à parler nécessairement j'allais dire des problèmes de fond aussi, hein, quand on dit toute la question du nucléaire, par exemple. Tu sais, ça fait partie de ça en sous-jacent, mais on n'avance pas tellement. Il faut déjà régler les premiers problèmes, puis ça avance pas sur cet aspect-là. Oui, Karima, au départ, le protocole, c'était le président Trump a besoin d'un soulagement immédiat par la réouverture du détroit d'Ormuz, peu importe ce que ça coûte en dollars, littéralement, et en capital politique. Bref, on emprunte sur le futur pour régler le très, très court terme, pour régler l'immédiat. Et il y a quand même des avancées, si on pourrait les appeler comme ça. L'Iran a dit qu'il serait d'accord à recevoir des inspecteurs de l'Agence atomique des Nations Unies pour vérifier l'état, l'existence, la quantité du matériel nucléaire sur le territoire iranien. Alors, on pourrait dire que c'est une avancée gigantesque. Mm-hmm. Par contre, puis sans être cynique, il y avait ça dans l'accord d'Obama. Mm-hmm. À la fin, les fondamentaux, on va regarder, vous savez, c'est comme des fois l'euro, il y a plein de choses qui se passent, puis à la fin, l'Allemagne gagne. Alors ici, les fondamentaux, il y a plein de choses qui vont se passer, puis à la fin, en échange que l'Iran renonce à ses velléités belligérantes, l'Iran recevra énormément d'argent. Maintenant, comment faire pour se rendre jusque-là? Est-ce que ça va déraper plusieurs fois d'ici là? Ça, c'est la grande question. Mais les fondamentaux, eux, ne changent pas. Tu sais, Guillaume, il fut un temps, avant que Donald Trump ne devienne président des États-Unis, où quand un président donnait une entrevue, s'exprimait publiquement, on pensait et on se disait qu'on avait toutes les raisons de croire que c'était calculé, que c'était le fruit de réflexions, entreprises par des conseillers, que c'était des communications officielles, que tout était mesuré. Quand Trump, des années plus tard, va dire en entrevue à Fox News, si je n'aime pas comment ça se passe, on recommence à tirer. Toi, te dis-tu que c'est le fruit d'une réflexion, d'un entourage qui se consulte, qui se concerte, ou tu te dis non, c'est vraiment un homme instinctif qui dit ça et qui mesure mal le prix à payer de telles déclarations? Oui, et maintenant, Donald Trump, on le voit, c'est un homme qui est mu par sa pulsion du moment. Et il fait le pari que l'évolution des sociétés modernes, c'est vers un moment où la mémoire collective n'existe plus, ou sinon que sur le temps très, très court.
Rappelons que Donald Trump est quand même celui qui avait dit « J'entre en guerre avec l'Iran pour dégommer une fois pour toutes le régime en place », qui est devenu par la suite « Nous ne négocierons jamais, seule une reddition inconditionnelle de l'Iran peut être acceptable », qui est devenu « Nous négocions avec le régime en place ». Et c'est quand même le président qui avait déjà écrit « Ce soir, une civilisation entière va être soufflée de la planète ». C'est quand même assez surréel. Là-dessus, parallèle canadien, si on en est rendu à réaliser que Donald Trump n'est pas sérieux nécessairement dans le sens de réfléchir de manière stratégique, d'ailleurs, il n'y a pas 2 onces de pensée stratégique chez Donald Trump, quand il est question de l'Iran, c'est la même chose que le Canada. Quand il dit « j'ai pas besoin du Canada », l'accord de libre-échange, je suis pas sûr si je vais le renouveler, les fondamentaux disent pas ça. Alors, il est triste de constater, c'est un institutionnaliste qui vous parle, que le président de la République la plus puissante sur la Terre, maintenant, lorsqu'il parle, ce n'est plus nécessairement significatif. C'est presque de l'ordre du bruit versus que des signaux. Et il n'y a pas que nous qui faisons ce constat-là. Les leaders étrangers le font de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, maintenant, l'utilisent. Maintenant, en tirent profit. Alors, à la déclaration intempestive de Trump, laisse courir la rumeur qu'ils vont refermer le détroit et qu'ils se retirent des négociations. Et là, bref, le gars qui est mal pris avec tout ça s'appelle J.D. Vance, qui a la pire job au monde, c'est-à-dire d'être publiquement responsable de quelque chose pour lesquels il n'a aucun pouvoir réel. Et ça, c'est la position, c'est la chaise dans laquelle vous ne voulez jamais être assise. Complètement. Puis, tu as raison de mentionner, il y avait toute cette idée de bluff, en fait. C'est un peu ça, hein, dans son art du deal. Il y a cette question de bluff aussi, mais là, ça se retourne contre lui. Puis en même temps, tu sais, j'aimerais avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce qu'il n'était pas un peu coincé, Donald Trump et les Américains, dans la mesure où on le critique toujours de toutes parts? C'est comme si, bon, on ne veut pas évidemment qu'il y ait des victimes américaines, des soldats qui meurent. On voit que ça a un impact sur le pétrole parce que là, les prix qui explosaient littéralement. Les alliés ne veulent pas s'impliquer, n'aident pas Donald Trump. Par exemple, quand il avait demandé de l'aide sur la question d'Ormuz, de sécuriser Ormuz, tu sais, t'as des Européens qui ont dit oui, on va le faire, mais seulement finalement quand ça va être réglé. Tu sais, c'était un peu, en gros, ils n'ont pas répondu présent. Et donc, ils se retrouvent un peu seuls. Et tu trouves pas qu'on critique beaucoup, mais au fond, c'est que quelque part, si les Américains ne vont pas au bout complètement de cette guerre avec l'Iran, bien forcément, c'est eux qui perdent au change. Oui, mais d'ailleurs, c'est la lecture que le monde entier est en train de faire. Les Américains, dans le contexte actuel, ne sont pas engagés sur une question de principe. D'ailleurs, Donald Trump est entré en guerre en Iran avec autant de réflexions stratégiques qu'il y en avait quand il est sorti. Et tout ça tout ce qui est mal attaché finit par nous rattraper. Et là-dedans, ça va coûter très cher à la réputation des États-Unis. Israël a l'impression d'avoir été lâché. Israël, qu'on soit d'accord ou pas avec sa position, a une posture parfaitement cohérente. L'enjeu était d'entrer en guerre pour en finir avec ce régime. Et eux, ils sont prêts à aller tant qu'il le faudra. Oui, vraiment. C'est Trump qui envoie, lui, quelque chose de très court terme, probablement dopé par l'expérience au Venezuela, où est-ce qu'il est possible de changer un régime ou de sortir quelqu'un à l'intérieur d'un seul cycle de nouvelles dont vous ressortez de manière spectaculaire et grandiose. Oui, c'est clair qu'il avait fait le pari que ça aille vite. Oui, c'est ça. Il avait fait le pari que ça allait aller vite, effectivement. Puis tu as raison de mentionner que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Oui, mais au sujet de J.D. Vance, juste qu'on prenne 30 secondes pour revenir là-dessus. T'es sûr, toi, Guillaume, qu'il n'y a pas de façon pour lui de s'illustrer, de montrer justement qu'il y a une différence entre son style et celui de Donald Trump? Dans ma tête, moi, J.D. Vance, il prépare la prochaine présidentielle. Il faut qu'il pense un peu aussi à sa gueule. Et à une façon de dire, regardez, j'étais avec M. Trump, je suis le produit du Trumpisme, mais voici la distinction. Pensez à mon discours à Munich, pensez à comment je me suis comporté avec les Iraniens. Oui, alors d'abord, J.D. Vance est quelqu'un qui existe par lui-même. Il n'est pas qu'une créature de Trump, il est plutôt une négo avec Trump, entre un écosystème résolu idéologiquement. Alors, la différence entre Trump et J.D. Vance, voyons-la comme ça. Trump est un leader intuitif.
Il n'a pas réfléchi à cette idée que l'ordre libéral international était déconnecté des besoins des peuples, que ça prenait une pulsion davantage tournée vers un commerce intérieur, qu'il fallait arrêter d'être un citoyen. Il n'a pas réfléchi à ça. J.D. Vance, lui, c'est un pur produit intellectuel de ça. Et il est appuyé par des gens très puissants dans le monde des techs, et c'est le pari de ce monde-là. Alors, si demain matin, J.D. Vance était président, voyez que ce serait l'agenda avancé parce que Trump avait promis, et le projet 2025, mais avancé de manière méthodique, professionnelle, sans la clownerie à gauche et à droite, même de manière plus résolue. À la limite, le monde entier doit se dire que je sois d'accord ou pas avec un leader, le leader avec lequel j'aime traiter, c'est celui qui est prévisible. Et là-dessus, J.D. Vance, il est prévisible au sens où il est cohérent. Il a une habileté politique assez exceptionnelle. Il a quand même traité Donald Trump de figure assimilable à Hitler avant de se rallier à Trump. C'est ça. Pour le besoin du moment, il avait besoin de le faire. Mais il est un peu coincé. Être vice-président, d'abord, c'est toujours une très mauvaise chaise dans laquelle être assise pour penser à être assis dans le bureau ovale. Beaucoup l'ont essayé. Il y en a une quinzaine qui l'ont essayé. Très peu ont réussi de le faire d'un à l'autre. Parce que vous êtes toujours dans l'ombre de l'autre. Et en plus, c'est la grande ironie, Karima et Rémi, celui qui était le plus résolument contre l'intervention en Iran, c'est J.D. Vance. Là, c'est lui qui est pris avec essayer de dépatouiller quelque chose mal amanché par son patron. Bien, je te remercie beaucoup, Guillaume. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va suivre tout ça. Puis effectivement, on n'aimerait pas être dans sa chaise aujourd'hui, quoiqu'il y a pas mal d'enjeux. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir.